Effectivement, je suis arrivé en France en juin 1979. Je suis arrivé en France parce que j'avais 20 ans. Je suis venu en tant que demandeur d'asile, ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés. Donc j'ai fait partie de cette classe, de cette catégorie mondiale, des gens qui sont déracinés. Et le fait d'être à Paris est totalement lié à ce que la France a représenté pour plusieurs générations en Amérique du Sud: liberté, égalité, fraternité, l'accueil, l'asile, et qui était pour nous une philosophie de vie. On pouvait être dans un lieu dans lequel on n'était pas persécuté ou menacé de mort pour exprimer ses idées. Et ma découverte de Paris s'est faite effectivement en même temps que la langue française, parce que je ne parlais pas du tout français. Et j'étais accueilli par l'Office français pour les réfugiés apatrides. Et j'étais aiguillé vers un lieu écuménique et protestant d'aide aux réfugiés qui s'appelle toujours la CIMAD, qui mettait en place des cours des Français pour les étrangers. Et donc j'ai bénéficié de l'accueil de la CIMAD avec des cours intensifs des Français, 8 heures par jour, très près de la cité universitaire, où j'ai découvert la langue française d'une manière extrêmement moderne. À l'époque, il y avait un chanteur très connu qui s'appelait Renaud. À l'époque, il y avait les Mistral gagnants, voilà. Il y avait Georges Brassens qui était aussi vivant avec la richesse des Georges Brassens. Il y avait les grands Jacques Prévert avec sa poésie. Et il y avait Serge Reggiani qui était un émigré italien mais qui chantait en français. Il y avait un émigré grec qui également était un très grand chanteur, Georges Moustaki. Il y avait cette femme absolument remarquable qui était Barbara. Et donc mon apprentissage des Français, il s'est fait au milieu d'un tourbillon, on peut le dire aussi, puisqu'il y avait le tourbillon, donc, qui avait été également chanté par Jeanne Moreau, hein, ces films merveilleux, donc Jules et Jim, dans lesquels la musique c'est les tourbillons. Donc, et il y avait la photographie de Doisneau que nous découvrions. Et Doisneau avait habité à Gentilly, qui était donc un lieu du Sud que nous fréquentions aussi, puisque la cité universitaire s'est trouvée juste à côté et nous allions à la cité universitaire. Donc, ma découverte de la langue française, elle s'est faite de manière enracinée très forte avec cet univers culturel français. Comme la cité universitaire était juste à côté, nous allions déjeuner tous les jours à la cité universitaire. Et comme on le sait, c'est la cité internationale universitaire, parce qu'il y a des maisons par pays. Donc c'était absolument cosmopolite. Et ma première impression de Paris, c'était cette espèce de cosmopolitisme qu'on trouvait dans ces milieux intellectuels universitaires. Mais l'image la plus forte qui reste à mon esprit, Lionel, et ça va avec l'urbanisme francophone, c'est qu'en arrivant vers le 27 juin, quelque chose par là, je me souviendrai toute ma vie du 13 et 14 juillet 1979, parce que j'ai découvert la fête nationale française. Et j'ai découvert cette espèce de passion des Français pour leur pays. Les drapeaux, les défilés, les balles des pompiers, les feux d'artifice, et les gens qui étaient 13 juillet, 14 juillet en train de danser dans les rues. J'ai découvert comment il s'appelle la danse du canard. Il faisait l'espèce de à la queue leu, voilà. Et il buvait l'accordéon. Les 13-14 juillet 1979, pour moi, j'ai eu un choc culturel de voir tous ces gens-là fêter l'unité nationale, liberté, égalité, fraternité, voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à découvrir
les rues de Paris. On pouvait marcher dans les rues de Paris en toute sécurité, on pouvait s'exprimer. J'ai découvert un journal qui sortait les soirs, parce qu'on l'utilisait nous pour apprendre les français, le journal Le Monde. Je trouvais ça un peu barjot que les journaux ils sortent les soirs, parce qu'on les lisait avec la date qui n'était pas celle du jour. Parce que le journal du mardi, c'était celui du mercredi. Voilà, donc voilà, c'était un peu marrant, quoi. Et j'ai découvert les journaux télévisés à l'époque, Roger Giquel, TF1, Antenne 2, Follon, qui fermait avec ses dessins les journaux du soir. Et voilà, j'ai découvert un univers. Je dois le dire, je garde peut-être encore une certaine nostalgie de cette période-là, parce que j'avais 20 ans. Et j'avais lu, dans mes cours de français, on nous avait donné à lire un auteur américain qui s'est suicidé à Cuba, qui est Ernest Hemingway, qui était aussi anglophone, hispanophone, parce qu'il avait fait la guerre civile en Espagne, hein, donc il avait écrit Pour qui sonnent les cloches, et en espagnol, Por quien dobla las campanas, qui était la guerre civile. Et il avait écrit un livre merveilleux qui s'intitule en français Quand Paris était une fête, où il racontait tout cet univers de la contrescarpe. Et j'ai découvert toute la richesse de ce qui s'est passé à Paris, Picasso, les bateaux Lavoir, Ray, des buffets, bon, bref, toute cette espèce de foisonnement culturel qui a eu comme épicentre Paris. J'ai découvert cette femme extraordinaire qui était Elisabeth Lee Miller, qui était une femme absolument belle, extraordinaire, et photographe, qui a accompagné les GI américains jusqu'à Berlin, et qui a été par hasard, il s'est baigné dans la baignoire de Hitler quand elle remontait vers Berlin. Et elle était une des amies des DRS. C'est elle, la fameuse femme avec des violons sur le dos. Voilà. Tout ça, c'était Paris. Et donc, c'est vrai qu'Hemingway avait raison, quand Paris était une fête. Donc, je dis avec nostalgie, parce que je venais d'arriver. Et donc, mon univers intellectuel s'est un peu forgé dans ce type d'apprentissage, de lecture pour maîtriser la langue française. C'était ça qui me nourrissait intellectuellement. Et bien sûr, ma découverte de la ville de Paris, je pense que ça laisse personne indifférent, parce qu'on découvre une ville millénaire, Lutetia, les quartiers latins, l'opéra, tous ces grands bâtiments, les Louvres, l'orangerie. Et donc quand on commence à fouiller dans cette histoire de ce qu'était cette ville, qui a changé à fur et à mesure, hein, qui avait un premier périmètre, et qui ensuite s'est élargi sur un deuxième périmètre, qui donc voit encore les traces, avec les murs de Louis-Philippe qui restent encore du côté de la rue des Seines, de la rue Dauphine, et qui s'est élargi ensuite les murs des paysans qui devaient payer pour entrer à Paris, qui aujourd'hui c'est le contour de la ligne 6 vers le sud et la ligne 2 vers le nord, parce que cet œuf était l'ancien mur des paysans qui payaient donc la dîme pour entrer dans les portes. Les portes étaient là, hein, donc on a encore la porte d'Enfer Rochereau. D'Enfer, c'était 2 maisons. Aujourd'hui, il ne reste qu'une, mais c'était là où il y avait la porte. Et côté de Vincennes, on a aujourd'hui les trônes, qui étaient aussi des entrées. Bon, bref. Et qui s'est élargi après jusqu'au périph'. Donc c'était passionnant de découvrir ça, et petit à petit. Donc je le résume en une phrase. Pour moi, il y avait une espèce de nostalgie avec la découverte d'une ville très millénaire, mais également très vivante et bouillonnante. La rue de Seine, oui. Pourquoi la rue de Seine? Parce que je lisais Jacques Prévert. Je connaissais des poèmes entiers de Jacques Prévert, j'en connais encore, des têtes. Et donc, dans un de ces poèmes, où Jacques Prévert décrit Paris, et donc il évoquait la rue des Seines.
qui est une rue iconique, qui est dans le 6e arrondissement. Et comme son nom l'indique, elle termine à l'esquare Champollion, où il y avait la statue de Voltaire, dans les squares Honoré Champion, c'est pas Champollion, les squares Honoré Champion. Il y avait les statues de Voltaire et des Montaigne, et les bustes de Montaigne, au même endroit. Et à droite, après, il y a l'Institut de France, donc les Immortels, l'Académie. Et à gauche, il y a les Quai Malaquais, donc le Beaux-Arts, lieu mythique pour tous les gens qui ont connu Paris, d'ailleurs occupé en 68 par les 68ards. Et le Quai Malaquais, l'école d'architecture, qu'on connaît tous, l'école supérieure de Malaquais. Et juste à côté, la place de l'Odéon, le théâtre de l'Odéon, lieu mythique également pour tous ceux qui s'intéressent à la vie intellectuelle et tout ce qui s'est passé, les événements de 1968. Quand on a la rue de Seine, on a toutes les rues particulières. En fait, déjà, dans les rues de Seine, on trouve des choses absolument magnifiques. Hein. Je crois que, comment il s'appelle, le chanteur de Doors qui est mort là-dedans, Jim Morrison, voilà. Je crois qu'il est mort en 1954. Je crois que c'était l'appartement d'Agnès Varda qui lui avait prêté son appartement. Il est mort rue de Seine, je pense que c'est le numéro 54. Et juste à côté, est-ce que c'est la rue de Seine ou c'est la rue Dauphine, à côté, là où il y a Champollion, qui a donc décrypté la Rosette. Et dans la rue de Beaux-Arts, qui est perpendiculaire à la rue de Seine, on a un petit hôtel et qui est vraiment extraordinaire parce qu'à gauche, il y a une plaque commémorative à Oscar Wilde, puisqu'il venait là. Et à droite, il y a une plaque commémorative à Borges, Jorge Luis Borges, que j'adore, qui est pour moi une de mes nourritures intellectuelles depuis toujours, cosmopolite, homme du monde, qui parlait parfaitement bien le français, l'anglais et l'espagnol. Et Borges, quand il venait à Paris, il logeait là-dedans. Et il y a ces deux plaques-là qui représentent. Mais bon, on pourra en parler pendant des heures de toutes les plaques qui couvrent là. Et un peu plus bas à gauche, je pense que c'est les rues Monsieur les Princes, il y a la plaque en hommage à Sarah Bernhardt, puisque Sarah Bernhardt est morte là, quand elle était dans une carrosse, et que son écharpe s'est coincée dans les roues des carrioles, là. Elle a été étranglée par le mouvement de la roue avec son écharpe, et donc il y a une plaque commémorative à Sarah Bernhardt. Je crois que c'est rue Monsieur les Princes. Donc je pense que rue de Seine est une colonne vertébrale avec ces noms merveilleux des rues de Seine. Ça fait pratiquement un S dans sa configuration morphologique. Et les squares Honoré Champion, aujourd'hui c'est un square de la ville de Paris, il est entretenu très bien. Et les fleurs qui font une espèce de S, je pense, se rappellent les S de rue de Seine. Sans aucun doute, je suis, comme on peut le sentir à mes paroles, je suis un amoureux de Paris. J'ai étudié Paris en profondeur, bien que ma discipline initiale n'était pas l'urbanisme, hein, parce que je viens du monde des mathématiques, de l'informatique, de l'électronique, je disais, la robotique. Mais quand j'ai découvert les villes, et effectivement, j'ai eu une très grande fascination pour Paris, par cette atmosphère, pour reprendre cette fameuse phrase « Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère » d'Arletty, dans un lieu magnifique, hein, parce que c'est également sur les canals, hein, donc d'ailleurs il y a ces ponts absolument merveilleux. Et donc, je pense qu'on était tous fascinés dans cette génération, en arrivant, je parle des réfugiés, hein, des réfugiés politiques que nous étions, parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés d'Amérique latine, et par cette sensation de liberté, et par cet entrelacement très imbriqué entre voilà, Notre-Dame, Victor Hugo, toutes ces histoires qui racontaient ces Paris d'autrefois, les transformations. J'ai découvert effectivement, je me suis intéressé aux transformations de Paris par la littérature. Hein. Moi, j'avais lu Patrick Süskind, quand il a écrit Les Parfums,
Et c'est très intéressant parce que le parfum, c'est l'histoire de ces garçons-là qui deviennent parfumiers. Mais quand ça démarre, il y avait cette espèce d'odeur fétide qui traversait Paris. Et je me suis intéressé à comprendre. Et c'est là où j'ai vu que Paris, donc avant Haussmann, les sud-est de Paris, c'était une petite Venise. Parce que la Vièvre qui venait des sud-est rentrait dans Paris, il faisait plusieurs bras. Et donc c'était des canaux. Mais ce Paris est très, très populaire et dans cette zone géographique étaient installés les tanneurs qui travaillaient le cuivre. Et donc en travaillant le cuivre, ils enlevaient la chair des bêtes, mais il était jeté dans la Vièvre. Et peu à peu, la Vièvre est devenue un lieu absolument insalubre et fétide. Et donc l'urbanisme hygiéniste haussmannien a effectivement enlevé énormément des zones d'insalubrité, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Vièvre a été couverte. Elle continue à être là parce qu'elle arrive de Cachan, Gentilly, et ensuite elle débouche à la hauteur de Sterlitz à peu près sur la Seine, mais ça a été couvert. Mais j'ai découvert par exemple que la piscine Art déco dans les Buttes-aux-Cailles, elle se nourrit de l'eau de la Vièvre. Et dans l'angle de la rue Beaubillot et juste avant la place d'Italie, il y a une fontaine, j'ai découvert ça, j'étais émerveillé. Il y a une fontaine qui est encore aujourd'hui utilisée et les gens viennent s'approvisionner en eau parce que c'est gratuit et c'est de l'eau minérale parce que c'est l'eau de la Vièvre. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que les gens venaient avec des bidons prendre de l'eau. Je ne comprenais pas parce qu'on voit ça dans les pays dans lesquels il n'y a pas d'eau, les gens ils font des marches pour aller remplir un bidon, mais c'est parce que c'est pas parce que ce soit gratuit, c'est parce que c'est l'eau minérale de la Vièvre. Et là, on peut aller aujourd'hui, on remplit son bidon, voilà. Donc, et tout ça, c'est Paris. Donc, et ça m'a effectivement poussé à comprendre toute cette transformation. Moi, je dirais que je cherche l'émotion qui fait qu'une ville soit différente d'une autre. Parce qu'il y a tellement d'uniformité aujourd'hui dans les villes, il y a tellement de centres commerciaux, des Sarah, en fait, je ne vais pas donner des marques pour ne pas blesser personne, mais il y a une telle uniformité dans les rues commerçantes, elles vendent tous la même chose, je la trouve à Hanoï, je la trouve à Buenos Aires, je la trouve à Paris, je la trouve à Tokyo, et franchement, je trouve ça terrible pour nos jeunes, qui s'habillent tous, quel que soit l'endroit du monde, avec le même lieu. Donc j'essaie de trouver, dans une ville, une émotion qui me fait parler d'une ville de manière différente aux autres villes. Et moi, je dirais une émotion pour le meilleur ou pour le pire. Je vous donne un exemple. Une ville, vraiment, m'a beaucoup ému, mais également, elle m'a beaucoup perturbé, mais il m'a aidé énormément à ma recherche pour la proximité de la ville d'Icarder, Ulaanbaatar, en Mongolie. J'ai écrit sur comment expliquer que le plus grand empire qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité soit l'empire mongol, Genghis Khan, sa dynastie, IIe siècle. Un empire qui allait jusqu'à la Mésopotamie à l'est et qui est arrivé jusqu'à pratiquement l'Autriche à l'ouest. Jamais il y a eu un empire aussi grand. L'empire romain était très petit versus. Et un empire qui a été très décentralisé avec cette manière de vivre nomade. Je rappelle qu'il vivait d'un point de vue habitat avec des yurts, mais que les yurts sont toujours les mêmes. Il n'y a pas des yurts à double étage, il y a triple étage, il n'y en a pas avec des petits pois roses et des petits pois verts, il n'y a pas avec double appentis, il n'y a pas avec des garages, il n'y a pas avec double porte coulissante, non. Les yurts sont toutes les mêmes, elles sont les mêmes diamètres, elles sont toutes blanches, et la porte est toujours la même, c'est une porte étroite, avec un seuil qui est plutôt haut, qui oblige, quand on rentre, à se voûter, puisque le Bouddha est au fond, donc on doit faire preuve d'humilité. Et l'organisation de la vie, elle est faite en lien avec les saisons, avec la nature. Et la division du travail, d'ailleurs, elle est faite de manière genrée par rapport aux animaux. Il y a les hommes qui s'occupent des animaux à hautes pattes et les femmes qui s'occupent des animaux à bas pattes.
Donc les chevaux et les dromadaires pour les uns, les chèvres et les chiens pour les autres, etc. Et il y a un mode de vie qui est nomade, avec des règles, etc. Je pourrais parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter dans mon élan, parce qu'il y a plein de règles. Quand on rencontre un campement qui est en train de se monter, on doit être avec ce campement, arrêter tout ce qu'on est en train de faire et rester avec eux et après faire la fête. Ça m'est arrivé. Bon, bref, c'est quand même un lieu, c'est quand même des gens qui ont maîtrisé l'art des chants diaphoniques, donc mettre plusieurs sons avec les mêmes cordes vocales, la viole à tête à cheval, qui est un instrument, etc. Comment on explique que dans ce pays qui est la plus faible densité au monde, où l'ambator est concentré la moitié de la population de tout le pays, et qui est les palmarès de l'une des villes les plus polluées au monde, et même pendant longtemps était la première. Et aujourd'hui, je ne saurais pas exactement dire si c'est la 4e ou la 5e, mais en tout cas, si elle n'est pas dans les top 5, elle est sûre dans les top 10. Et que l'art de vivre nomade, aujourd'hui les jours sont devenus des lieux pour jouer au rez-de-chaussée ou dans ça, hein, et que tout ça soit perdu. Donc là, j'étais fasciné. J'ai fait la Mongolie du désert de Gobi jusqu'à Ulaanbaatar. J'ai vu ce contraste, j'ai écrit, j'étais très marqué. Et ça m'a profondément frappé, parce qu'à Ulaanbaatar, on voit les skylines, la petite défense, on va dire, ou la petite city, ou la petite Manhattan, les bidonvilles, les routes, les gens en voiture, les mêmes marques des centres commerciaux. Et j'étais avec des jeunes qui écoutaient, ils connaissaient plus Rihanna que moi, ils connaissaient la pop, etc. Et moi, j'ai parlé à la viole à tête des chevals et chants diphoniques, et eux, ils s'étaient branchés sur Facebook, etc. Voilà. Donc, c'est ça où moi, je cherche, voilà, ce qui produit une émotion, mais moi, l'émotion, c'était dans le sens contraire. C'est une belle voie des réflexions par rapport à ce qu'elle s'inspire. Je l'ai dit tout à l'heure, je regrette que l'urbanisme francophone ne représente pas une solide approche commune de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'urbanisme humaniste, et qu'il se soit un peu perdu en tant que réflexion sur la ville. J'étais en Italie il y a 3 jours, et j'ai un collègue qui m'a dit « Donne-moi des nouvelles de François Hacher », qui est très connu au niveau mondial par le chrono-urbanisme. Donc, une de mes sources d'inspiration. Je lui dis, mais François est mort. Ah bon, François Hacher est mort? Voilà. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, parce que ça montre bien que voilà, il y a une difficulté à faire passer une vision d'un urbanisme francophone qui offre une perception de tous ces foisonnements qui existent, hein, et que nous avons ici avec des personnalités, des grandes valeurs. Et donc, je sais que l'urbanisme francophone a un peu cette difficulté à être un peu trop tourné sur lui-même, sur la France, et d'avoir du mal à... Mais quand on regarde la francophonie, on va prendre le Québec, par exemple, qui est vraiment extrêmement francophone. Dans quelques jours, je serai en New Orleans, parce que je sors un nouveau livre, je sors d'abord en anglais. Je suis invité à New Orleans, qui était un des lieux de la francophonie louisiane. Ça a été vendu. Donc, mais on perd cette francophonie. On en parlait tout à l'heure du Vietnam. Et Hanoï est une de mes villes préférées en termes d'émotion. J'adore Hanoï, j'adore ce bouillonnement. J'adore cette ville multigénérationnelle, ses habitats, ses ruelles. J'ai parlé des quartiers des 36 métiers. J'étais à une réunion à Hanoï où on m'a montré les master plans de la réorganisation de la ville. Moi, mes yeux ne croyaient pas à ce que je voyais, puisqu'ils m'ont montré, ici c'est la zone universitaire, ici c'est la nouvelle zone administrative, ici c'est la... J'ai dit, mais où est partie l'âme de Hanoï? Vous connaissez Ho Chi Minh City, tu connais bien, je crois qu'on a été même ensemble. Pareil, que la ville, elle perd peu à peu son âme avec ces grands immeubles qui sortent. Yue, on a été ensemble, donc cette espèce de nombril qui lie le nord avec le sud. Donc je pense que
pense qu'on a besoin d'un très grand effort pour que l'urbanisme francophone récupère ses galons face à une déferlante, on va dire, anglo-saxonne, hein, qui déroule avec des grosses machines derrière et qui est un urbanisme de la démolition, reconstruction ailleurs. On démolit, on construit ailleurs. On démolit, on construit ailleurs. En francophonie, nous avons toute la zone du nord de l'Afrique. L'Égypte a été longtemps francophone. Mais maintenant, quand je vais en Égypte, les gens me parlent en anglais. Où allons-nous? Et après, la Tunisie, le Maroc, en fait l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, jusqu'à remonter en Jordanie, terminer en Israël. Ça rentrait dans le grand bazar mondial que nous avons aujourd'hui dans cette zone. Et on n'a pas les mêmes influences voilà, par rapport à ces pays-là, la Tunisie, le Maroc, Casablanca. On a du mal à retrouver une touche aujourd'hui d'un urbanisme humaniste, par exemple, et les capitales impériales également, au Maroc, aux Fès, tu connais très très bien ces lieux-là. On a du mal à trouver cette touche voilà, de cet urbanisme. Alors ne parlons pas de la Libye, où tout a été mis en mille morceaux après la guerre, hein, qui a chassé Kadhafi, etc. Et une reconstruction qui a beaucoup de mal à se faire. Moi, j'étais en Jordanie, j'étais à Amman. Il y avait quand même un urbanisme francophone très intéressant qui aujourd'hui a perdu au profit des Américains. Et le Liban, qui a été un de nos fleurons. L'université à Beyrouth, la francophonie libanaise. De plus en plus, mes amis libanais, de plus en plus, ils parlent en anglais. Hein, donc, voilà, donc Israël, Tel Aviv, on connaît bien Tel Aviv, j'adore cette ville, la bulle, hein, la ville qui ne s'arrête jamais, j'adore cette ville-là. Et dans les contextes de ce qui se passe dans cette zone-là, Tel Aviv est resté toujours un havre de démocratie, je dirais même d'épée. Hein. Mais on perd nos positions et je les regrette. Avec le groupe de travail que nous avons créé, qui s'appelle les Nouvelles Proximités, avec l'Observatoire mondial des proximités durables, créé avec UN Habitat, le Réseau mondial des villes pour le climat, les C40, le Réseau mondial des villes pour un meilleur vivre, qui est en français CGLU, et mon équipe à la Sorbonne, on anime une communauté mondiale aujourd'hui, et dans laquelle la francophonie est très présente, parce que on a ces concepts de la ville du quart d'heure, le territoire des demi-heures, la proximité heureuse, les polycentrismes multiserviciels, la nouvelle économie géographique de Paul Krugman, qui lui est prix Nobel américain, mais qu'on a tourné pour faire devenir la nouvelle économie géographique des proximités durables. On a un axe très original. Je pense que si la vision que je porte aujourd'hui, elle est planétaire, qu'on la retrouve partout dans le monde, dans toute modestie, dans les 5 continents, que les villes soient très grandes ou très petites, c'est parce qu'on offre une vision issue de cette francophonie qui n'est pas uniquement une langue avec un sujet, verbe, complément, objet direct ou indirect, c'est une vision, comme je l'ai dit tout à l'heure, des émotions, c'est une vision du service. C'est une vision également de la liberté, l'égalité, la fraternité qui reste, quelles que soient les tournures politiques en France, le cœur de l'unité des Français et qui, elle, s'exprime au travers de la forme des villes par rapport à l'usage des villes et pas par rapport à la hauteur de ma tour. Quand je vais à Dubaï et que je vois qu'ils sont en train de faire la tour d'1 kilomètre, en fait, la course à qui monte au plus haut dans le ciel, mais qu'ils n'ont pas de canalisation parce qu'il n'a jamais plu, et qu'il se trouve le 17 avril noyé dans le sens littéral du terme, parce qu'en 24 heures, il y a eu deux années de pluie, et que la ville est inondée, là on voit les génies français d'anticiper les climats, d'avoir des chercheurs comme Jean Jouzel, comme Valérie Delmotte, qui disent c'est irréversible le changement climatique. Mais Dubaï a accueilli la COP 28 pour le climat. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au moment
où Dubaï accueillit le monde pour le COP28. Le master plan, Dubaï, territoire de 20 minutes, était posé sur le website de la ville de Dubaï. On peut visiter, taper, malheureusement c'est en français, c'est en anglais, 20 minutes territory, Dubaï. On va tomber sur une page qui montre le master plan de Dubaï, proximité. Il y a une nouvelle ligne de métro pour ceux qui connaissent Dubaï, qui s'appelle la ligne bleue, qui est vers les bas, et qui est une ligne qui est faite pour avoir des services, pour déconcentrer les centres de Dubaï avec tous ces tours et les déconcentrer. Mais c'est nous, c'est l'urbanisme humaniste que nous portons. Avec mon équipe, avec la Sorbonne, on est quand même connu dans le monde entier quand on dit Sorbonne, tout le monde nous écoute, puisque c'est prestigieux, c'est le XIIe siècle, la création de la Sorbonne, une des universités les plus anciennes, et donc ce rayonnement, il est important. J'étais invité à Oxford il y a un mois, donc on fait en mars 2024, pour faire la leçon inaugurale de l'année scientifique Ville et Transport de Oxford. Et j'ai fait une tournée américaine dans quelques jours qui va m'amener dans les principaux lieux des pensées anglo-saxonnes de la ville. Je suis invité parce que je porte. Et quand ils m'invitent, ils disent Carlos Moreno, professeur à la Sorbonne, franco-colombien, qui a développé le concept de la ville de quart d'heure, de la demi-heure, avec la ville de Paris, avec Anne Hidalgo. Et donc, ce concept, il porte. Et moi, je suis heureux parce que je pense que c'est une manière de produire en francophonie une approche qui peut être discutable, qui peut être modifiable, qui peut être faire objet de beaucoup de points de discussion, mais qu'on retrouve aujourd'hui partout dans le monde. Et quand on discute de ça, à un moment donné, celui qui parle espagnol, celui qui parle italien, celui qui parle anglais, à un moment donné, va dire ville du quart d'heure avec son accent, quel qu'elle soit. Parce que ce n'est pas la città de 15 minutes, ce n'est pas la ciudad de 15 minutes, ce n'est pas la ciudad da 15 minutes, ce n'est pas la 15 minutes city. À l'origine, c'est la ville du quart d'heure. Et souvent, je leur explique, je dis, vous avez, pour vous, la ciudad de 15 minutes, la città de 15 minutes ou les 15 minutes city, vous faites l'accent sur le nombre de minutes. Et la ville du quart d'heure, ce n'est pas le nombre de minutes. C'est le fait que ce n'est pas trop loin, mais ce n'est pas non plus trop proche. Ce n'est pas chez moi, ce n'est pas trop loin. C'est un espèce de point intermédiaire. Et ça, c'est la nuance de la langue française. Quand on dit la ciudad de 15 minutes, ou 15 minutes city, 15 minutes, il va nous enfermer dans 15 minutes, parce qu'il n'y a que les chiffres. Et les gens, ils ne disent pas la ciudad de un cuarto de hora. Non, parce que ça a été traduit à partir de l'anglais, les 15 minutes city, qui n'ont pas, quand on dit les quarter hour city. C'est compliqué, quand les gens disent 15 minutes city. C'est très intéressant d'un point de vue polysémique, la représentation. Et c'est pour ça que, dans une discussion, il y a toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais en français, c'est… » Et donc, les gens ils le prononcent, hein, la ville du quart d'heure, avec leur accent respectif. Et là, je dis « Oui, mais le plus important, dans la ville du quart d'heure en français, ce n'est pas le nombre de minutes. Parce qu'il n'y a pas le nombre de minutes. Il y a un quart d'heure, c'est une temporalité qui n'est pas tout à fait chez moi et qui n'est pas tout à fait trop loin. C'est un peu entre les deux. Et ça ramène à la notion de proximité, où la proximité n'est pas des minutes et ce n'est même pas non plus des distances. C'est aussi la proximité affective, c'est la proximité de l'émotion, c'est la proximité de la connaissance, c'est la proximité technologique. Après, il y a la proximité sociale, la proximité… Et la dernière chose, c'est la proximité à un mètre. Et quand c'est traduit, ça s'inverse, parce que les gens, ils pensent à proximité à une minute et à une distance. Et c'est ça qui va créer un biais dans l'interprétation du concept, comme ça s'est produit chez les anglo-saxons, quand j'étais attaqué par toute la masse des climato-sceptiques, les menaces de mort, et tout ce que j'ai vécu. Mais c'est très intéressant, parce qu'il y a une polysémie, en fait, qui en français est présente, et qui n'est pas présente dans les trois langues que je viens de citer. Oui, c'est une très bonne question. Je vais vous donner mon avis, qui parfois choque à mes amis qui sont très investis dans les agricultures verticales, donc ce qu'on appelle
les grandes tours à production verticale, comme celle qu'on trouve à Singapour. En fait, ça a été plutôt créé au Canada. Le concept est américain, mais il a été industrialisé vraiment à Singapour. Et j'ai travaillé au sein de notre chaire, on a un partenariat avec un de nos mécènes. Et donc, ils m'ont présenté un ingénieur extrêmement brillant, avec qui on a fait un travail, et en fait, c'est surtout qui a fait le travail. Moi, j'ai fait l'interprétation, on va dire, urbaine de son travail, et qui est le fait que, par rapport aux besoins des habitants d'une ville, on va parler d'une grande ville, et faire avec de l'agriculture verticale dans la ville de l'autosuffisance alimentaire, c'est une hérésie, quoi. C'est-à-dire, aucune ville pourra s'auto-satisfaire, auto-suffire d'une production agricole à partir de ces grandes tours verticales. Et donc, ça ne plaît pas forcément aux gens qui développent ces business models de vouloir intensifier les fermes urbaines à de multiples étages. Et ça appelle à un autre modèle différent qui du coup, je vais glisser là, qui est les relations ville et campagne, ville et zones périurbaines et ville et zones agricoles. Et je me bats pour ça. Et parfois, ça ne plaît pas à d'autres amis. Et parfois, je les trouve à certains gouvernements, puisque je suis pour les zéro net artificialisation des sols. Donc, je trouve que ce n'est pas une blague, qu'artificialiser les sols est aujourd'hui incontournable, on le voit. Et nous sommes aujourd'hui en avril 2024, le premier trimestre 2024 est le plus chaud trimestre qui n'a jamais existé depuis qu'on mesure les températures. Mais on va dire ça maintenant quasiment tous les trimestres. Et le 17 avril, il y a une publication qui a été faite dans la revue anglaise Nature par les chercheurs de Potsdam, en Allemagne, de l'Institut pour l'impact climatique dans l'économie. Et c'est une publication que j'invite les uns les autres à prendre connaissance. Ils ont calculé les coûts pour l'économie au niveau annuel des dommages suite au changement climatique. Aujourd'hui, je les invite vraiment à lire cette publication sur le website de l'Université de Potsdam, c'est là. 38 trillions de dollars. Je répète, 38 trillions de dollars. Et les coûts pour l'économie en chiffre d'affaires, annuellement, une perte de chiffre d'affaires de 19%. Tous les chiffres, tous les raisonnements se trouvent. Donc, quand on me dit il faut un nouvel modèle économique pour les villes, pour que ce soit autosuffisant, etc., j'ai dit arrêtez. Aujourd'hui, on a un impact climatique très fort. Au moment où nous parlons, là, aujourd'hui, Barcelone n'a plus d'eau. Voilà. Barcelone, avec sa grande zone métropolitaine, c'est 6 millions d'habitants. Une ville européenne qui n'a pas d'eau. Ils viennent de monter des bateaux en mer pour faire des usines flottantes de désalination de l'eau. C'est l'horreur. Ils importent de l'eau, il y a des bateaux qui viennent de Marseille qui ramènent de l'eau, etc. Mais au même moment où nous parlons, en Afrique également, on a 4 pays qui n'ont pas d'eau. La ville où je suis né, pas né, mais les pays donc, où je suis né, sa capitale Bogota, ça fait 15 jours qu'il y a un rationnement d'eau, qu'il n'y a pas assez d'eau, changement climatique, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que réfléchir en termes autosuffisance alimentaire, non, ça ne me paraît pas la bonne voie. Par contre, développer ce qu'on appelle les liens agri-ville. Agri-ville, c'est j'ai ma ville et j'ai un contour, et ce contour doit obéir à des modèles économiques dans lesquels j'ai de l'agriculture, j'ai des terres fertiles, j'ai de l'eau. Parce qu'on veut bien avoir des trucs verticaux, mais il faut de l'eau, donc il faut arroser tout ça. Donc on va faire comment quand on n'a plus d'eau? On va dire ça aux gens à Barcelone, arroser vos fraises au 23e étage, quand les gens n'ont même pas d'eau à Bogota, ils se sont dit il ne faut plus se laver. C'est pas grave, dans 3 jours vous pouvez tenir. On va dire ça, oui, mais arrosez vos fraises au 18e étage. Non, donc je pense qu'il faut
arrêter d'artificialiser les sols. Je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent prendre conscience que nous sommes dans l'anthropocène, prédateurs de nous-mêmes. Plus on artificialise, plus on aura des dégâts. Tous ces événements météorologiques profonds qui se produisent, quand le sol est artificialisé, ben, ça produit des dégâts. Donc les ressuilements, pas de l'argent, mais de l'eau, les vrais, qui créent les inondations. On voit toujours ces images où l'eau déferle, et on a les voitures qui flottent comme des bouchons là, qui partent à la queue leu. Donc il faut retrouver une agriculture de proximité, il faut retrouver des villes moyennes, il faut retrouver des petites villes, il faut trouver une ruralité qui est capable de produire effectivement, de recréer ce qu'on appelle des circuits courts, arrêter les intermédiations qui font renchérir les prix de ce qui est produit, les distributeurs qui font des achats inversés pour étrangler les paysans, voilà. Et en même temps, il faut retrouver une agriculture qui soit raisonnée. Aujourd'hui, j'ai étudié cette question-là, j'avais écrit un document Ville et campagne, moi j'étais moi non plus, puisque en France, par exemple, les exploitations, je crois qu'elles ont été multipliées par 4 en surface, et je crois qu'elles ont été divisées par 2 en nombre d'emplois. Donc, probablement plus. Hein. Voilà, donc il y a quand même une problématique de comment retrouver une agriculture raisonnée qui préserve une production de qualité et qui vienne sur les villes avec des nouveaux circuits économiques et qui sortent de la moulinette infernale. Aménager la vie dans la ville et arrêter de dépenser infrastructures. Aménager la vie dans la ville est notre devoir. Ou encore plus court, aménager la vie dans la ville, c'est le cœur de notre métier.